Bonjour, chers collègues. Tu vas fermer là? Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir fait l'honneur et donné la possibilité de venir à cette conférence et vous présenter les recherches qui... il y a un sujet qui me tient à cœur. Mon intervention vise à explorer brièvement les liens entre les familles hommages et l'adaptation scolaire de l'enfant. À travers donc les recherches que j'ai menées ou des recherches auxquelles j'ai participé dans des projets avec des collègues des deux territoires, celui de la Guyane française et de la Polynésie française. Nous nous sommes intéressés donc aux différentes formes des marges, de quelles marges on parle, culturelles, sociales, structurelles, politiques, et nous avons mis en lumière les interactions entre ces facteurs. La culture, par exemple, elle influence la réussite scolaire par ses valeurs, ses attentes. Certaines familles valorisent l'éducation par l'ascension sociale, d'autres différemment. Le talent, le travail acharné peut être valorisé. Le soutien familial est crucial, surtout dans les familles élargies. Les élèves multilingues, par exemple, ils bénéficient d'une flexibilité cognitive, mais à l'inverse, ces différences linguistiques peuvent parfois compliquer la communication entre les parents et l'école. Nombreuses études ont abordé ces dimensions pour les communautés autochtones d'outre-mer par l'entrée des obstacles. Les obstacles culturels sont essentiellement matériels, avec des établissements scolaires rares ou peu accessibles. Les formations proposées sont souvent inadaptées aux réalités locales, compliquant l'insertion. La baisse de la main-d'œuvre entraîne une diminution de la production parce que les enfants sont souvent sollicités pour participer aux travaux de la famille. Mais il ne faut pas aborder et regarder ce travail par l'angle un angle ethnocentrique, si je peux dire comme ça, parce qu'il s'agit d'une collaboration entre les enfants et la famille qui est souvent ludique, adaptée à leur âge, qui consiste à aller à la pêche, la cueillette des fruits. Les marges se présentent aussi dans les inégalités socio-économiques, environnement scolaire, stéréotypes culturels. Également, les défis à l'éducation dans ces contextes incluent les contextes socio-économiques défavorisés, l'absence de capital culturel occidental, les écoles éloignées, en mauvais état, ainsi que des investissements publics insuffisants pour couvrir les coûts de la scolarité. La dispersion géographique, l'isolement, l'éloignement nécessitent des solutions spécifiques comme des internats ou des classes itinérantes. Là, vous avez quelques images de comment ça se passe sur le fleuve, sur le Haut-Oyapock ou Maroni, où la pirogue amène les élèves à l'école. Ou encore, d'un point de vue politique, les contextes historiques, la structure du système éducatif dans les Outre-mer présente des caractéristiques uniques, influencées par l'histoire coloniale, la culture, la géographie. Les obstacles idéologiques tiennent de la logique coloniale des politiques éducatives, rythme scolaire inadapté, contenu éducatif inadapté, programme et objectifs didactiques, une image de l'école en tant qu'institution civilisatrice. Par exemple, le calendrier scolaire est conçu pour des raisons politiques d'uniformisation, sans tenir compte des cycles saisonniers essentiels à l'agriculture, à la chasse et à la pêche dans les zones rurales. De plus, dans les régions tropicales, les enfants, les élèves ont peu de temps pour les activités hors école, puisque la nuit tombe très vite, et c'est d'autant plus vrai pour les enfants qui habitent loin. Bon, sans avoir balayé tous ces facteurs, tous ces éléments donc non exhaustifs se retrouvent très bien réunis dans un modèle qui me tient à cœur, c'est le modèle Bronfenbrennian,
où l'enfant se développe au sein des microsystèmes en interaction, les parents, l'école, les enseignants, les amis, l'église, par exemple, en Polynésie ou surtout en Marquise, là où nous avons fait le travail. Ensuite, il s'agit surtout de l'interaction de ces différents microsystèmes. Et cette zone de mésosystème d'interaction, si ça se passe bien dans l'interaction, ce milieu va être favorable pour le développement de l'enfant. Ensuite, nous avons les facteurs de l'exosystème, les contextes sociaux plus éloignés, comme le travail des parents, les institutions qui peuvent aussi influencer le développement de l'enfant. Le macrosystème, voilà, les cadres socioculturels, règles, croyances, mais aussi les caractéristiques personnelles de l'enfant, donc l'ontosystème, et aussi les travaux ultérieurs de Bronfenbrenner qui ont mis en évidence que ces systèmes interagissent et évoluent et leur dynamique constitue évolue dans le temps, donc le chronosystème. Et en fait, ces dynamiques évolutives constituent des sujets de recherche en soi-même. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que mon intervention va influencer un peu votre évolution professionnelle, votre vie, mais vous allez entendre d'ici 6 mois une autre présentation et vous changez de champ de recherche. Donc, tous les éléments, en fait, c'est d'une sensibilité incroyable, l'évolution de la personne et le développement de la personne. Bon. Si nous avons décrit les contextes plus éloignés de l'enfant, mes recherches et des équipes dont j'ai fait partie se préoccupent plutôt sur les microsystèmes, école et famille. Et aujourd'hui, je vous parle de la famille, parce que c'est les familles aux marges, en Guyane et en Polynésie. Pourquoi ? Parce que les populations de ces deux territoires revendiquent leur identité autochtone et partagent une histoire coloniale similaire, marquée par l'intégration à l'État français à travers un système de scolarité obligatoire visant à former des citoyens et des professionnels pour le développement des territoires. D'un point de vue anthropologique, le développement des enfants des deux territoires est lié à la fois aux compétences scolaires et aux compétences autochtones, nécessitant ou qui sont nécessaires plutôt à la survie dans leur habitat. Leur réussite scolaire est freinée parfois par des obstacles structurels et leur réussite sociale est limitée parfois pour les parents par la transmission des savoirs culturels qui sont considérés secondaires par rapport au savoir scolaire. D'un point de vue historique, l'école obligatoire est assez récente chez les Wayana, au Maroni, mais sur le Haut-Oyapok, c'est pareil. Donc c'est en 1986 qu'elle est rendue obligatoire pour ces populations-là. En Polynésie française, ce n'est pas pareil. Le système d'enseignement est restructuré à partir de 1887 sur le modèle républicain des lois Ferry de 82. Cependant, les réalités contextuelles, le manque des moyens, des professeurs, la dispersion des îles, tout ça font que l'obstacle, tous ces éléments font obstacle, à la réalisation des ambitions assimilationnistes de la France, pour citer Marie Salan, les propos de Marie Salan. Et c'est paradoxalement au moment de la décolonisation que la France renforce son système éducatif et l'assimilation culturelle et linguistique en Polynésie. C'est entre 1958 et 1967 que la généralisation de la scolarisation sur le modèle de la métropole a lieu. Et c'est surprenant parce qu'au même moment, il y a la loi de Hickson en métropole en 1951 qui valorise les langues régionales, alors qu'en Polynésie, ces langues sont considérées comme un frein
à la francisation du territoire. Donc, du coup, elles sont bannies à l'école. Et ce phénomène est renforcé par la mise en place du Centre d'expérimentation du Pacifique dans les années 60. Des études comparatives entre les communautés de la Polynésie française et la Guyane montrent que malgré la scolarisation, peu ont réellement bénéficié des avantages, peu de jeunes ont bénéficié des avantages sociaux et économiques. Par exemple, sur 150 personnes en âge de travailler, seuls 8 ont obtenu un emploi grâce au diplôme. Les indices de ces difficultés sont nombreux. J'en ai cité quelques-uns. La situation est préoccupante si on se réfère au taux de réussite, au baccalauréat, au pourcentage des élèves quittant le système éducatif sans diplôme. En Polynésie, seulement 40% d'une tranche d'âge obtient ce diplôme, alors que la charte de l'éducation a mis la barre à 70. Donc, ces difficultés d'intégration de certaines communautés minoritaires, comme les jeunes Wayana et les Inata, sont en réalité un symptôme de l'échec partiel du système éducatif dans l'outre-mer, pour citer aussi les travaux de Maurizio Ali. Il n'a pas en fait réussi à atteindre son objectif de réussite pour tous. D'un côté, la société française est en fait constituée d'une extraordinaire variété des communautés culturelles, certaines pouvant être définies comme autochtones et qui réclament de plus en plus leur altérité et la prise en compte de leurs spécificités culturelles. De l'autre, nombre d'observateurs s'accordent pour affirmer que le modèle républicain français et son indifférence aux différences est désormais en crise. Donc les effets de cette crise sont particulièrement visibles dans le cadre scolaire, car le manque d'équité dont ce dernier semble souffrir fait qu'il est difficile pour les élèves provenant des milieux en marge d'obtenir des bonnes performances scolaires. Pour diminuer les obstacles mentionnés, il y a nécessité de la prise en compte par l'État de ces dynamiques, des modèles comme la niche développementale des Superior Harkness de 86, la théorie du noyau central d'Abric, si on travaille sur les représentations, le paradigme des 12 besoins des Pourtois et des Smets, permet de mieux comprendre le rôle du microsystème familial. Le modèle d'influence partagée d'Epstein, 95-2011, montre l'importance des interactions entre l'enfant, sa famille et ses environnements sur sa réussite et son adaptation scolaire. Mais nous, comme ces modèles sont très très fins, quand on se penche sur les micromondes, en fait, dans ce modèle, les variables microsystémiques sont considérées comme étant distales ou proximales. Donc, les distales sont plus éloignées de l'explication causale, comme le milieu social. Et les proximales, par exemple, les comportements éducatifs de la mère, sont plus proches de l'explication causale. Et c'est sur ces variables proximales que nous avons travaillé. Et vraiment sur les pratiques éducatives familiales. Nous nous sommes intéressés au lien entre les pratiques éducatives et la réussite scolaire. Bon, la littérature scientifique a mis en évidence que les comportements extrêmes des parents, par exemple trop ou pas assez d'affection, semblent corrélés avec une moins bonne réussite scolaire, alors que les comportements modérés indiquent une meilleure réussite scolaire. Ces recherches sont orientées vers 3 grandes séries de problématiques. Les styles interactifs parentaux, c'est sur ça que j'ai travaillé toute ma carrière. L'accompagnement parental à la scolarité, les pratiques éducatives et les interactions parents-enfants, appréhendées d'un point de vue sociologique ou psychologique. Concernant les styles parentaux, la littérature scientifique est très riche et les résultats convergent. Le style démocratique est plus favorable au développement et à la scolarité des enfants, avec quelques exceptions qui sont notées par rapport à la variable culturelle.
Par exemple, pour les enfants des cultures asiatiques, le style autoritaire semble plus adapté à la réussite scolaire. La notion de contrôle parental est plus complexe dans la culture chinoise. Les pratiques autoritaires semblent plus adaptées au Yémen et dans l'Arabie saoudite. On assiste aussi à une occidentalisation des pratiques en Syrie. Il y a une combinaison d'autoritarisme et tendresse au Portugal. Ou encore nos recherches en Amazonie, où le style disjoint se relève avoir un effet positif, contrairement à la France. Donc la variable culturelle est très, très importante. Bon, pour se mettre d'accord pour les termes, parce que je vais parler par la suite des styles, des styles interactifs parentaux, le style parental défini par Darling et Steinberg est défini comme une constellation d'attitudes, et les attitudes sont des manières d'être des parents envers l'enfant, communiquer à l'enfant, voilà, qui forment un climat émotionnel dans lequel s'expriment les comportements, qui sont les façons d'agir. Je fais une synthèse rapide. Dans la littérature scientifique, les travaux précurseurs s'intéressant au style parentaux ont toujours privilégié des modèles dichotomiques pour décrire les styles, autonomie, contrôle, chaleur, hostilité, restriction, permission. Et ultérieurement, Bromrid, qui d'ailleurs a proposé le concept, introduit un troisième style pour sortir de ce modèle binaire qui concilie les deux premiers. Ces formes de styles éducatifs familiaux n'ont pas la même incidence selon le milieu dans lequel se trouve l'enfant, comme on l'a dit précédemment. Mes travaux, par rapport à ces travaux que je viens de présenter, s'intéressent au style interactif. Donc, c'est un concept que nous avons proposé. Les travaux précédents s'intéressent en fait au style éducatif parental dans l'ensemble, l'éducation de l'enfant. Le style interactif que nous proposons, donc, il vise aussi les conduites, les interventions, les postures des parents, mais le cadre dans lequel tout cela est déployé est à visée d'apprentissage. Il s'agit des interactions à visée d'apprentissage ou de découverte de savoir, savoir-faire, savoir-être. Plus exactement, donc, on peut avoir des styles interactifs praxéologiques, qui caractérise les situations quotidiennes, qui favorisent davantage les interactions orientées vers la réalisation d'un artefact, la résolution d'un problème, à la suite des définitions des interactions praxéologiques données par O'Leary en 2011, les styles interactifs épistémiques qui se caractérisent par des interactions qui ont lieu dans des situations éducatives provoquées. Ici, on fait plutôt référence aux travaux que les enseignants demandent, donc l'aide aux devoirs, ou bien les sorties scolaires, quand les enfants se retrouvent avec l'enfant au musée, où il a une situation d'apprentissage, où il se sent concerné pour jouer le rôle de professeur. Et on a eu cette posture du parent largement développée pendant la période Covid, où nous sommes dépêchés vite à faire une recherche, on est entré dans les familles, on a fait des entretiens pour voir comment ça se passe, parce qu'ils ont eu 2 mois à jouer au professeur à la maison pour sentir pour de vrai qu'est-ce que ça veut dire. Donc on était plein dans le style interactif épistémique. Ce style interactif épistémique est aussi inspiré de ce que Becker, Olson, O'Leary ont appelé interaction épistémique dans d'autres cadres. Qu'en est-il donc, enfin, des 2 territoires présentés? On arrive au sujet qui nous intéresse. La première recherche, donc j'avais prévu de vous présenter 2 recherches, mais hier, après discuter avec Isabelle, après avoir assisté à la présentation d'Isabelle, j'ai rajouté une, mais très courte. La première recherche que nous présentons
très succinctement, parce que sinon je n'aurai pas le temps, parce que chaque recherche, vous savez, ça fait l'objet d'une communication en elle-même. Elle avait comme objectif d'identifier les styles interactifs parentaux des 4 groupes minoritaires vivant en Guyane française et leur influence sur l'adaptation scolaire du jeune enfant. Bon, dans le but, bien évidemment, de fournir à la formation initiale des éléments pour la prise en compte par les professeurs qui allaient être nommés sur le terrain. Donc, il s'agit de la partie haute. Donc, en fait, ces styles interactifs, je vais essayer avec mes travaux de les descendre pour voir les deux, le style praxéologique et le style épistémique. La population. Donc, l'étude porte sur des minorités culturelles en Guyane française. Dans cette étude, on présentera 4, les Wayapi, les Aluku, les Laotiens et les Haïtiens. Nous avons fait des recherches dans toutes ces communautés. Sans entrer dans le détail d'une description linguistique, de toute manière, ce n'est pas mon domaine, je dirais juste qu'on identifie deux classes distinctes en Guyane. Il y a la zone où les enfants partagent la même langue maternelle. C'est des zones isolées, avec des élèves non francophones, pardon. Et sur le littoral, où les élèves, les classes sont hétérogènes linguistiquement, c'est les zones urbaines du littoral, où on a une grande diversité de langues parlées et un taux élevé d'enfants étrangers. Donc, normalement, on ne devrait pas trouver la même chose. C'est pour ça que c'est intéressant. Les observations se sont déroulées sans activité imposée dans le cadre naturel des familles. Les Diades Wayapi, donc les Amérindiens du nord de l'Oyapock, ont été observés par des enseignants et chercheurs connus des familles, parce qu'on ne peut pas entrer comme ça dans les familles. Nous faisons des observations qualitatives, donc très souvent on filme ou on prend des notes très détaillées, on reste dans la famille. Et pour les Diades Aluku, laotiennes et haïtiennes, ils ont été observés par des étudiants en Master 2, membres ou proches des familles, facilitant ainsi l'acceptation de la présence in situ. Plus de 12 heures d'observation par groupe socioculturel, les Diades étaient prévenus par l'observateur de l'objet de l'observation. Les données ont été analysées et interprétées sur la base d'une grille conçue à partir de la grille de codage des interventions verbales et non verbales que j'avais conçue moi-même initialement, elle-même inspirée des modèles de Searle, Vardenbeken, Austin, Courtois, Veil-Barré. On va la voir plus tard. Ici, on vous présente juste le regroupement des différents actes en style, le style directif, suggestif, autonomisant et disjoint. Bien sûr qu'on n'a pas le temps de se pencher sur tout cela, peut-être si ça vous intéresse dans les discussions. Il y a des styles qui sont prédominants. Et la chose qui est importante est que on n'a pas un style pur, on parle toujours d'un pattern interactif, ça veut dire qu'on a un peu de tout, et on dit que c'est celui-là ton style ou celui-là en fonction de la dominante. Une approche descriptive, donc, va permettre d'identifier les styles interactifs au sein de la famille. L'interprétation des résultats a été faite par deux approches, et par l'approche explicative. Voilà, donc on a procédé d'abord à l'identification du pattern interactif et ensuite à la variabilité de ce pattern, puisqu'on a regardé plusieurs familles, par exemple Wayapi ou Aluku. Donc la variabilité était de voir si entre groupes socioculturels, il y a une variation d'une diade à l'autre. Et la deuxième étude s'est penchée sur la variabilité entre les communautés.
Est-ce qu'il y a une différence entre le style Aluku, Teco, laotien, tahitien? Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Par exemple, pour une diade laotienne, c'est l'exemple voilà, de qu'est-ce qu'on obtient comme style. Il est synthétisé ici. Mais le style est plutôt suggestif et autonomisant. Ça veut dire que les actes qui ont été verbaux et non verbaux qui ont été codés appartenaient plutôt à ces deux catégories-là des styles. On rappelle bien que le style interactif est caractérisé par la proportion donc d'échanges correspondant à chaque style. Pour les diades d'Aluku, c'est plutôt directif et disjoint. Pour les diades Wayapi, c'est plutôt autonomisant, donc c'est les Amérindiens. Et après l'identification du pattern interactif pour chacune des diades, nous avons analysé la variabilité. On les a comparées, donc les 4 diades entre elles. Voilà, vous avez ici une image de l'ensemble des résultats pour les 4 diades Wayapi. Donc, on voit bien qu'il y a une différence entre les diades appartenant à la même communauté. Pareil, une présentation en flash sur les diades d'Aluku, laotienne et haïtienne. Et la deuxième analyse a porté sur l'identification d'une dominante pour le groupe socio-culturel. Pour les 4 diades amérindiennes, les parents ont adopté un style majoritairement autonomisant et disjoint. Je vous montre. Les observations montrent donc une forte autonomie accordée aux enfants dans l'apprentissage avec une liberté totale, sans contrainte ni obligation, et parfois une absence d'attention ou de feedback. C'est ça qui caractérise le style disjoint. Le style autonomisant, quelle est la différence entre autonomisant et disjoint? L'autonomisant se manifeste par une liberté surveillée et des interventions spontanées. Par exemple, on a cette petite fille de 3 ans, elle a dans la main un couteau, en fait, un très grand couteau. Elle est en train de nettoyer du manioc. Et vous voyez que les parents restent calmes, ils font leur travail. Je vous laisse imaginer la réaction d'une mère métropolitaine si son enfant a un couteau de cette taille-là. Donc c'est ici où il y a une autonomie surveillée. Il n'y a pas d'accident, rien ne se passe. Voilà. Après, à partir du style dominant pour chacune des mères, pour chacun des groupes socioculturels, on a étudié une variabilité entre les groupes. Discussion par rapport à cette recherche. Donc, les spécificités mises en évidence entre les diades appartenant au même groupe socioculturel pourraient s'expliquer par les influences des microsystèmes en interaction, Bronfenbrenner, Walsiner, pour citer quelques chercheurs, qui sont spécifiques à chaque diade. Donc, l'influence de l'environnement proche, le vécu des membres de la famille, les situations socio-économiques, les aspirations, peuvent faire qu'il y a cette variation au sein du même groupe socio-culturel. Donc, bon, on a 4 diades amérindiennes, mais il suffit que dans une des diades, il y a un membre de la famille qui est diplômé ou qui a voyagé. Donc, ça va influencer la fratrie. C'est en cela qu'il y a une variabilité interdiadique entre les diades du même groupe. Donc, nos précédents résultats avancent que malgré l'isolement géographique de ces populations, il y a une dynamique interactionnelle entre les différents systèmes, écoles, instances administratives, les autres groupes socio-culturels, qui influencent donc le fonctionnement traditionnel. C'est une dynamique changeante au niveau identitaire. J'ai mené sur ce point-là des travaux avec Isabelle Hider, une publication, il me semble, de 2014, on a sorti, où on a montré qu'il y a une mouvance identitaire évolutive en fonction des facteurs traditionnels et européens qui entrent en jeu. Donc c'est ça qui explique aussi la différence de style au sein des familles.
Cependant, donc, même avec cette dynamique mouvante qu'on constate, parce qu'il y a aussi la télévision, nous avons constaté dans nos recherches l'existence d'un style interactif dominant, proche entre les Dianes de la même communauté, du même groupe socioculturel. Parce que vous avez vu, par exemple, les Amérindiens, ils étaient tous autonomes, mais avec une autonomie plus ou moins importante, avec la présence du style des Juan ou pas, contrairement aux diades haïtiennes, par exemple, qui étaient directives, très impliquées dans l'éducation de l'enfant, et directives. Donc il y a quand même une dominante du groupe socio-culturel qui se dégage. Donc la prise en compte de ces résultats dans la formation des enseignants pourrait être utile, les aspects culturels étant implicites et donc difficiles d'être connus par les enseignants. C'est pour cela que ces recherches devraient faire l'objet ou devraient servir aux futurs enseignants. Sans parler aussi de la formation continue, parce que les enseignants métropolitains, antillais, français, voire guyanais du littoral, qui interviennent sur les sites isolés, souvent ils débutent dans le métier. Ils se sentent parfois démunis lors de leur prise de fonction. Et on passe à la recherche 2, dédiée à Isabelle Nocus. On ne va pas s'attarder beaucoup parce qu'il n'était pas prévu dans mon timing, j'ai peur que je vais dépasser. En fait, on avait fait la recherche que vous avez vue précédemment, on l'avait fait aussi en Polynésie française. Mais en Polynésie, j'ai eu la curiosité intellectuelle de voir qu'est-ce que ça donnerait si ce n'est pas qualitatif, si je mets une échelle de mesure. Et je l'ai fait parce qu'il a parlé hier de ça. Donc, c'est ça la Polynésie. On dit souvent l'enfer vert et le paradis bleu, je ne sais pas. Les données donc ont été recueillies à travers l'échelle des compétences éducatives parentales, donc c'est bien une échelle de mesure, conçue par Théris et Rousier en 1986 et réévaluée par Théris et Larose en 2009. Une adaptation, traduction et validation ont été faites pour la Polynésie française par 2 collègues spécialistes, 120 parents, mères et pères, d'élèves de 8 à 10 ans des écoles des archipels éloignés ont été interviewés. Donc, nous avons fait ici aussi une recherche comparative de la variabilité entre archipels et inter-archipels, à l'intérieur du même archipel et entre les archipels qui sont plus ou moins éloignés. Donc, ici, on a eu un projet, l'équipe était assez importante, on était entre 10 et 12, ça variait. Donc, on a filmé, premièrement, 40 en site isolé, 40 en site peuplé, sur des îles, peuplées. On va voir cette étude sur les films, qui est la 3e étude que je présente. Mais sur ces populations-là qui ont été filmées, à 120, on a appliqué cette échelle de mesure. Je ne vais pas présenter l'échelle parce que déjà c'est pas la recherche quantitative, c'est pas complètement mon domaine, donc on l'a fait au sein du projet. Mais je vous montre à quoi ça ressemble parce que j'aimerais reprendre ça justement avec Isabelle. Ça vise les attitudes, les pratiques et le locus de contrôle. Bon, il y a des points pour la mesure des réponses. Et le questionnaire était binaire. Après, on a calculé l'indice de défavorisation à partir des données factuelles, l'indice de défavorisation. Par exemple, au Canada, nous, on a fait pareil. Il est sur une variable centrale qui est le revenu familial. Toutefois, en Polynésie, c'est différent puisque on a une pauvreté relative qui tient à l'autoconsommation. L'autoconsommation et l'économie du troc. Donc, par exemple, aux Marquises, l'autoconsommation alimentaire est supérieure à la dépense de 22%. Donc, il s'agit d'une pauvreté relative. Les gens sont bien, ils ne se sentent pas pauvres. Les caractéristiques
ce facteur de revenu a été pondéré avec 3 variables, le statut familial, la scolarité de la mère, la permanence de l'emploi du père, mais aussi avec l'âge des parents. Mais on a constaté que plus d'un tiers des parents étaient âgés de plus de 41 ans, ce qui pourrait être considéré comme un âge plutôt élevé pour un parent d'enfant de 8 à 10 ans. Et cela pourrait trouver une explication dans la pratique du FAAMO, qui est une pratique traditionnelle d'adoption qui est d'adoption ouverte et de confiage, de dons d'enfants, qui sont extrêmement répandus en Polynésie. Ainsi, l'indice de défavorisation des familles peut se distribuer sur une échelle de 0 à très défavorisé à 8 points, non défavorisés. Les familles ayant des scores de 7-8 étant considérées comme ni défavorisées ni particulièrement vulnérables. Pour notre population, on peut considérer que 63% de la population de cette étude se situe en situation économique très faible, défavorisée, étant 32 dans une situation moyennement faible. Bon, quelques résultats. Donc, par rapport aux attitudes, les analyses indiquent que 56% des parents, plus de la moitié, présentent des scores qui correspondent à une attitude contrôlante ou extrêmement contrôlante. Il s'agit des parents qui ont des manifestations de rigidité et d'extrême défiance. Pardon. Cela pourrait se traduire concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, si vous répondez à cette échelle et on vous dit que vous avez une attitude contrôlante, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça peut être traduit par des interventions justement à caractère directif, des feedbacks plutôt négatifs, des réprimandes, peu de disponibilité pour les échanges et les informations. Et le reste de la population, 43%, présente un score de 14 à 16 qui correspondent à une attitude normative moyenne. Donc ces attitudes combinent les approches normatives, suggestives, permettant l'initiative, l'exploration, l'expression de l'enfant. Attendez, je vais pas. Par rapport aux pratiques, contrairement aux attitudes qui étaient quand même relativement distribuées, les pratiques sont regroupées pour 96% autour du profil extrêmement libéral. Donc ça nous fait penser aux Amérindiens de Guyane qui étaient aussi autonomisants et disjoints. Ce profil donc se rapproche du style interactif disjoint. On les laisse faire en fait. L'absence d'encadrement parental et interaction initiée, absence d'encadrement et d'interaction initiée par les parents. On les laisse faire. Toutefois, on a des... Premièrement, ça nous a interpellés parce que ces résultats, parce qu'il y a une dichotomie. Comment est-ce possible d'avoir des pratiques extrêmement libérales et des attitudes contrôlantes? Dans la recherche qualitative, c'est pas ressorti. Donc, c'est pour ça que je trouve que les triangulations méthodologiques sont très intéressantes. Ça nous donne envie de regarder ces attitudes aussi dans les observations qualitatives qu'on fait. En fait, comment on peut expliquer cela? Effectivement, les parents laissent l'enfant faire parce que c'est une attitude donc extrêmement libérale. Mais les situations deviennent très vite difficilement gérables. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont tendance à formuler des menaces, accompagner des conséquences aversives pour l'enfant sans explication. Donc, l'échelle a identifié cela comme des attitudes, en fait, des attitudes d'une extrême rigidité. Mais en fait, ils sont là pour compenser un peu, pour réguler après coup les pratiques parentales.
Donc c'est une réponse au comportement des enfants laissés en autonomie, non supervisée. Parce que ces caractéristiques ont été identifiées à travers 47 questions. Toutefois, en regardant le locus de contrôle, pour faire une vulgarisation très rapide, le locus interne et externe. Le locus interne, c'est quand on assume complètement, on se dit qu'on est à l'initiative de ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'il se passe. J'ai raté l'examen, par exemple, c'est à cause de moi, parce que je n'ai pas travaillé, peu importe les conditions. Et le locus externe, c'est le contraire. Je l'ai raté parce que le prof m'a pas bien préparé, parce qu'il pleuvait, parce que Dieu a voulu que je l'ai pas, etc. Donc c'est jamais à cause de nous. Bien sûr que le locus idéal est celui qui est pondéré entre les deux, parce qu'il ne faut pas non plus considérer qu'on est le centre du monde et qu'on maîtrise tout, hein, le locus interne. Voilà. Mais dans l'étude qu'on a, c'est intéressant d'avoir un locus interne vers un locus moyen. Et c'est le cas pour les parents des marquises. Ils ont un locus interne très fort, qui est un sentiment de contrôle de la situation. Et les parents qui ont ce sentiment de contrôle de la situation, en général, les recherches disent que ce sont des parents qui sont ouverts à des programmes de sensibilisation parentale, à comment faire. Ce sont des parents qui souhaitent le bien de l'enfant, qui s'impliquent, qui accordent de l'importance au travail. Et ces programmes de sensibilisation parentale aux pratiques, ils sont considérés comme préventifs des difficultés d'adaptation scolaire. La recherche 3, c'est la dernière. Il me reste du temps? Parce qu'ici... 15 minutes. Très bien. Je vais aller très vite. Oui. La troisième recherche porte sur le style épistémique, en fait, pas le style praxéologique. Ça se passe toujours en Polynésie. Du coup, je vais aller un peu plus vite. Ces styles épistémiques, la littérature scientifique les a étudiés dans des différentes disciplines, comment les parents s'impliquent pour aider les enfants en mathématiques, en lecture, en sciences. Donc, en Polynésie, c'est Ernest Marshall qui a fait une étude sur les styles interactifs épistémiques pour les parents qui aident les enfants au devoir pour la langue tahitienne. Et maintenant, toujours la même carte, je vous ai dit qu'on avait tout filmé, et c'est en classe et en famille, c'est sur la famille que nous allons travailler. Donc on a proposé une activité sur l'électricité, sur les circuits en parallèle et les circuits en série. Vous avez ici les familles de Rurutu qui sont en train d'aider l'enfant à résoudre la tâche. Donc en fait... Nous vous présentons les résultats pour 8 groupes de parents, 4 dyades et 4 triades. Au total, 12 parents et 8 enfants ont été observés. 4 pères, 8 mères, 6 filles, 2 garçons. En quoi ça consistait l'activité? Ici, vous avez le matériel qu'ils ont eu dans la première partie de l'activité. Et dans la deuxième partie de l'activité, ils avaient une fiche recto et verso, où ils devaient répondre à des questions qui étaient écrites en français, et ils devaient dessiner le circuit en série ou en parallèle et verso, donc. Bon, les activités parfois se déroulaient dans la famille, parfois en bord de mer, mais pas à l'école. On a filmé, enregistré, transcrit avec Elan, avec la convention ICOR. On a passé dans le logiciel Atlas-T. Le codage des interventions donc s'est fait sur le type de style interactif que je vous montrerai tout de suite la grille. Ensuite, le type d'échange sur le modèle de Kerbato-Riccioni et de l'alternance codique en s'inspirant du modèle de Frédéric Ancieux. Donc voilà, c'est la grille pour le verbal. On a la même pour le non-verbal qui nous a permis aussi de faire les styles interactifs que vous avez vus au début.
Très bien. Donc maintenant, un peu de résultats. La variabilité interactionnelle. Premièrement, elle a été donc étudiée, excusez-moi, par rapport à l'intensité interactive entre les deux dyades. Donc on a constaté que la variabilité du volume des échanges verbaux entre les groupes participants à l'étude variait. Donc il y avait des dyades qui avaient plus d'échanges que d'autres. La différence, elle est importante. Mais il y avait aussi une variabilité de l'intensité interactive au sein de la même dyade selon le type d'activité. Ici, ils ont manipulé. Et ici, c'était la deuxième activité où ils ont été avec le crayon et le papier. Donc, on voit qu'ils parlent beaucoup plus devant la feuille. Moi, je sais pourquoi, parce que j'ai vu le corpus. Et il y a une autre chose qui est intéressante. Dans tous les groupes, les interventions des parents sont supérieures aux interventions des enfants, qui sont plutôt dans le faire que dans le dire. Mais par contre, dans la deuxième activité, les enfants ont parlé beaucoup plus que lors de la première activité. Donc, enfant par rapport à lui-même dans l'activité précédente, il a parlé beaucoup plus. Par rapport au style interactif des parents, donc les 8 présentent un style interactif à dominante suggestive, chose qui est très bien. Ça veut dire qu'elle demande à l'enfant qu'est-ce que tu pourrais faire, comment on pourrait faire, voilà. Et 4 ont un style directif affirmé. Dans la seconde activité de lecture et écriture, par contre, la tendance est inversée. Les 8 parents ont un pattern interactif à dominante directive. Donc, quand ils tâtonnent, ils peuvent être aussi suggestifs, chose qui est très favorable à l'apprentissage. Mais quand ils se retrouvent en situation d'aide au devoir, on peut dire, parce que là, il y a le crayon et le papier, ils doivent répondre à des questions, qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont fait, ils deviennent tous directifs. On a, et certains même, ils font à la place de l'enfant, dans le désir que l'enfant réussisse. Et je signale que la caméra, elle était toujours là. Donc les parents, ils oublient la caméra très vite. Après les premières 5 minutes, ils oublient la caméra, ils se laissent faire. On a vu de tout, hein. Un enfant qui a frappé l'enfant, un parent qui a frappé l'enfant, l'autre qui faisait les devoirs, donc ils ont complètement oublié la caméra. Après, Atlasti, pour ceux qui l'utilisent, vous savez qu'il nous propose aussi une analyse du langage. Donc là, il indique, le logiciel nous a indiqué 3586 occurrences de langage en situation. On a le langage en situation et le langage décontextualisé. Le langage en situation, il est très opérationnel quand on est présent. Prends ça et mets-le ici. Et le langage décontextualisé, c'est quand l'enfant évoque quelque chose. Tout à l'heure, Rodica a pris le verre et elle lui a changé de place. Ce qu'on constate est que le langage en situation, il est très présent. Il y a 3500 occurrences, ça, là, truc, chose, objet, ici, là-bas, alors que les concepts, fil, pile, pilot, lampe, culot, circuit, ampoule, il est beaucoup moins présent. Et qu'est-ce que ça donne exactement? Ça bouffe là-bas, ça bouffe ici, ça bouffe là-bas, ici ça bouffe pas. Ici, il y a beaucoup de jus. Imaginez que vous êtes en situation de décontextualisation. Que l'après-midi, il y a le père qui arrive à la maison et il dit « Qu'est-ce que tu avais avec maman, le devoir ?» Quoi? C'est difficile de mobiliser des concepts si dans l'activité, on n'a eu qu'un langage en situation. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Parce que c'était très compréhensible. Hein? Si on regarde le film, c'est très compréhensible. L'ampoule consomme de l'électricité dans le circuit en série. Ça bouffe là-bas. Ou bien, cette ampoule et encore cette autre ampoule, la deuxième, consomment toutes les deux dans le circuit en série.
et dans l'autre circuit en parallèle, la deuxième ampoule ne consomme pas. Donc, la non-utilisation d'un langage basé sur les concepts, alors qu'il a été communiqué aux parents, ont fait que dans l'activité écrite, ils se sont trouvés démunis parce qu'il fallait mobiliser en fait justement le langage décontextualisé, et du coup le parent devenait directif. Les parents qui avaient des éléments suggestifs dans leur comportement proposaient aux enfants: on va refaire l'expérimentation parce que j'ai oublié. Donc là, ils refaisaient l'expérimentation et ils complétaient la fiche. Après, je vous passerai, parce que je m'approche de la fin, tous les éléments d'alternance codique que nous avons rencontrés. Rurutu, tahitien, français, donc une triple alternance codique, intraphrase, interphrase, traductive. Et vous avez ici un extrait de la Guyane pour les diades laotiennes qui ont été aussi filmées. Pareil, on avait de l'alternance codique. Donc, pour conclure, connaître les styles interactifs, les pratiques éducatives langagières, familières, la langue préférée dans les échanges, dans un cadre informel, éventuellement la présence de l'alternance codique qui était présente pour les populations en marge. Permet d'envisager en fait d'une part des interventions auprès des parents et d'autre part de faire évoluer la formation initiale et continue des professeurs. Donc, comment on a abordé le fait éducatif? À nouveau, je souligne la dynamique adaptative qui se met en place en fonction des dynamiques interactives entre les microsystèmes. Sur l'un des territoires, on a une adaptation à la modernité qui est en train de s'opérer par la substitution. En fait, ça se passe chez les Amérindiens. La dynamique d'acculturation a poussé les parents Wayana et Apalai à sélectionner certains savoirs traditionnels et à en exclure d'autres. Par exemple, je peux citer le rituel de passage qui est très connu chez les Wayana et qui n'est plus utilisé. Sur l'autre territoire, en Polynésie, on a un processus de cumul des identités, pour citer Bruno Sora. Les populations ont pu et su s'adapter au colonialisme éducatif français, en créant des stratégies pour faire coïncider les exigences écosystémiques avec les contraintes qui relèvent de l'appartenance à une collectivité outre-mer. Je finirai avec ça parce que c'est important, parce que dans les deux contextes, l'idée de réussite est associée à deux domaines, celui des compétences scolaires et celui des compétences autochtones. Cependant, si d'un côté la réussite scolaire est limitée par le fait que les enfants doivent participer aux travaux domestiques, qui les empêchent parfois de s'investir, de l'autre côté, la réussite sociale est limitée par le fait que les savoirs traditionnels sont considérés comme secondaires par rapport aux travaux, aux savoirs scolaires. Je dirais aussi qu'il y a une autre chose qui est très importante, et qu'en situation de réussite scolaire, si on imagine qu'un enfant amérindien réussit à avoir un diplôme, le problème est que s'ils retournent, mais même les Enata de Marquise, s'ils ont un diplôme, quand ils retournent sur leur territoire, ils ne peuvent pas trouver du travail avec ce diplôme. Donc, ils se trouvent devant un très difficile choix, immigrer ou rester au village, où il n'a plus les compétences nécessaires demandées par la société pour chasser, pêcher, faire du copra aux Marquises. Bon, perspective, peut-être, reformuler les politiques éducatives. Voilà. Une offre de formation proposée aux communautés ayant des besoins particuliers, une offre formative pour les enseignants, une contextualisation, les classes
a été créé pour ça, pour répondre aux obstacles posés par les contenus. Une meilleure compréhension de l'environnement familial, peut-être un projet basé sur Design Based Research, comme on a vu il y a 2 jours, ou une recherche-action, comme dans la présentation de Loïc. Et je vous remercie sur un ciel de case Wayana et un tatouage des marquises. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des remarques, des commentaires? Oui. Merci Rodica pour ta présentation très claire et intéressante. Juste une petite question, alors peut-être que j'ai pas tout suivi, mais comme vous travaillez sur le lien entre les pratiques familiales et la réussite scolaire, est-ce que vous avez utilisé des indicateurs de réussite scolaire que vous avez corrélés avec vos résultats au questionnaire? Et est-ce que vous avez des résultats là-dessus publiés? On l'a fait, bien évidemment, mais à la manière qualitative. Ça veut dire que les parents et les enfants qui ont été filmés, pour ces enfants, on a analysé leur bulletin scolaire et les évaluations qui ont été faites dans le cadre scolaire. Mais comme on n'a pas beaucoup de diades qui sont filmées, parce que c'est une étude qualitative, on ne peut pas parler d'une corrélation à la grande échelle. Ça serait très intéressant de faire à nouveau, tu vois, un travail qui est tout à fait dans ton domaine pour mesurer cette corrélation. On l'a fait de manière qualitative pour les enfants filmés et les parents filmés. Je travaille vraiment avec les populations en marge. Donc, les communautés qui sont peu nombreuses. Oui, vas-y. Merci pour ta présentation, Rodica. J'aurais une ouverture à te donner et puis une question à te poser. L'ouverture, c'est, à mon avis, avec le type de travaux que tu fais, ce serait intéressant qu'on essaie de travailler ensemble sur quelque chose avec les communautés autochtones du Québec. Parce que les communautés autochtones du Québec, elles se sont trouvées historiquement dans une situation qui est assez particulière, qui fait qu'il y a une génération qui a été coupée de sa famille et qui maintenant a une famille et qui n'a pas acquis la manière d'éduquer de sa famille, puisqu'elle a été coupée avec les histoires de pensionnats autochtones. Je pense que ça ferait un terrain super intéressant pour regarder ça. Et puis, donc ça, c'est une ouverture. Je sais pas, on pourra en reparler pour voir si tu y vois de l'intérêt. Puis la question que je voulais te poser. Alors, moi, il se trouve que j'enseigne à des étudiants les questions de modèles de style éducatif et de style interactionnel, que ce soit d'enseignants ou de parents. Et je me rappelle d'une fois où j'étais à cette île, c'est une ville du nord du Québec, avec des étudiants autochtones, justement. Puis dans mon groupe d'étudiants autochtones, il y avait une aînée autochtone, Innu, où je présentais modèle de Baumride, les styles interactionnels et tout ça. Puis elle m'a écouté, comme font les Inuits, c'est très 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 calme et puis très 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 soft. Puis à la fin de ma présentation, elle est venue me voir et puis elle me fait Loïc, tu sais que là, toutes tes choses, c'est comme si on éduquait qu'avec la parole. Puis elle m'a dit, mais nous on n'éduque pas avec la parole. Nous, la manière dont on éduque les enfants, ça tient pas tellement à ce qu'on leur dit, ça tient plus à ce qu'on leur montre. Et bon, donc j'ai trouvé que là, c'était très très pertinent comme demande et comme remarque. Et la demande que je voulais s'adresser, c'est est-ce qu'il existe des modèles d'analyse des interventions éducatives qui sont davantage basés sur le côté actionnel de ce qui est proposé aux enfants que sur le côté verbal? Parce que moi, mon background, il est plutôt sur le verbal. Et donc, je trouve que la question est intéressante, je te l'adresse. Oui, merci Loïc. Mais en fait, moi, dès le départ, j'ai créé une grille d'analyse avec Annick Veil-Barré sur le non-verbal et sur les actions. Et déjà, de l'époque où j'étais à Paris et j'ai travaillé dans le musée, étant donné qu'on travaille sur des manipulations, les enfants sont dans le faire. Ben, ils ne disaient rien. Ils sont des enfants de Paris, de la région parisienne. Ils étaient dans le faire. Et donc, on a été obligé de créer une grille du non-verbal.
et d'attacher la moitié des interventions sont non verbales dans le style interactif. Par contre, tu vois, chez Kerbato Recchioni, on n'a que des interventions verbales dans les échanges, mais nous, on a adapté le modèle de Kerbato Recchioni à notre corpus et on a introduit aussi les réponses. Par exemple, un échange peut être restreint et non tronqué si l'enfant répond par le geste. Ferme la porte, si tu ne prends pas encore l'action, la personne ne dit rien et elle ferme la porte, ça peut être tronqué. Si on prend en compte le non-verbal, ça devient un échange restreint qui est réussi dans l'interaction. Donc, on a pris le non-verbal dès le départ dans l'analyse des styles. Et du coup, quand je me suis retrouvée en Guyane, sur le fleuve, effectivement, il y a beaucoup de non-verbal, même, je dirais, 80% du non-verbal. Tu as raison de proposer une étude parallèle à ça. Par exemple, si les Haïtiens sont directifs, ils sont directifs parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'activité de l'enfant et ils veulent que l'enfant réussisse sur le littoral. Mais les Amérindiens, ils s'investissent aussi, mais ils ne parlent pas. Par exemple, j'avais une photo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la mère faisait une activité mathématique, la mère amérindienne de Trois Sauts, tout au fond de l'Oyapock. Elle faisait une activité mathématique avec l'enfant. Elle était avec son paréo, assise dans le hamac. Elle se balançait avec la main et lui montrait comment faire. Elle ne parlait pas. Et l'enfant regardait, il comprenait tout et il faisait bien. Après, quand ils apprennent la vannerie, c'est pareil, par l'observation. Et donc, on a été obligé d'adapter les styles interactifs pour identifier quel style c'est. Et quand je vous ai dit qu'ils sont suggestifs dans les activités, en fait, les Amérindiens, ils sont autonomisants et disjoints dans l'enseignement quotidien. Ça veut dire qu'ils peuvent laisser les enfants aller seuls au champ de manioc pour travailler le champ ou aux rivières qui sont très rapides, où ils sautent, ils nagent, ils sont seuls, les parents ne sont pas avec eux. Mais quand ils enseignent les mathématiques, parce qu'il y a la maîtresse qui vit dans le village ou d'autres activités, ils deviennent eux aussi directifs. Et c'est très intéressant. Donc ça veut dire que tous les parents de la Terre, qu'ils habitent à Paris ou à Trois-Sauts, ils peuvent être directifs quand ils enseignent quelque chose. Mais il est interactif par le geste, parce qu'il lui pousse la main, il ne le laisse pas faire, et il le fait à sa place pour lui montrer comment, mais sans le dire. Et merci pour la question, parce que c'est très important, tu vois, je n'ai pas eu le temps de le dire. Oui, Boudica, merci pour cette présentation. J'ai été à Camopi au mois de juillet, j'y vais assez régulièrement. Et à Camopi, ce qui est intéressant, c'est de voir la période scolaire et la période des vacances. Parce que tu as souligné justement les difficultés, tu as bien montré les pirogues et l'arrivée, c'est assez impressionnant. Hein, lorsqu'on va à Camopi, on voit tous ces élèves. En fait, il n'y a pas les bus, mais ce sont les pirogues scolaires qui arrivent les unes après les autres. Et les élèves déposent leur gilet de sauvetage. Donc tout est bien organisé. Et on voit la différence avec le mois de juillet, où là, on sillonne la commune, il n'y a plus un seul enseignant. Ils sont tous partis. C'est totalement vide. Les élèves, les enfants n'accompagnent plus les parents au champ, donc à la bâtie, comme on dit chez nous, sur les champs, parce que ça les intéresse pas plus que ça. Et finalement, on se retrouve avec un village complètement mort, des préadolescents qui restent sur la place du village pendant les 2 mois de vacances et qui écoutent de la musique à plein tube et ils n'ont rien d'autre à faire. Alors c'est enclavé, hein, Camopi, on peut pas prendre sa voiture et rendre visite aux amis, il faut prendre sa pirogue et tous n'ont pas cette opportunité. Et ça m'a interrogée en sillonnant le village au mois de juillet, je me suis dit mais est-ce qu'on n'a pas vraiment là une question de calendrier scolaire qui ne correspond pas du tout aux activités guyanaises? Parce que là, on est rentré dans la période, le calendrier scolaire est totalement calé sur l'Hexagone. Donc là, on est censé être en été, donc en juillet, août, ce qui n'est pas le cas en Guyane, puisque c'est encore la saison des pluies. Et on va rentrer en classe en septembre, alors que là, c'est la saison sèche. Et ces élèves qui doivent venir en pirogue se retrouvent dans un environnement qui est plutôt asséché. Donc pour venir en pirogue, c'est extrêmement difficile. Et en plus, il fait extrêmement chaud dans les classes,
qui ne sont pas du tout adaptées. Alors on parlait des communications, des constructions des années 60 pour certains établissements scolaires et de l'architecture des établissements. Justement, c'est le cas en Guyane où vous imaginez une architecture hexagonale dans un climat tropical. Donc maintenant on demande l'installation de climatisation, par exemple. Donc tous les enseignants veulent de la climatisation. Alors il y a des nouveaux locaux maintenant à Camopi que tu n'as pas connus. Alors il y a des préfabriqués tout neufs, une nouvelle école toute neuve. Eh bien les enseignants dorment dans leur classe. Ils restent là parce que les logements qui sont à leur disposition sont pleins de chauves-souris. Hein. Donc très discrètement, en fait, ils viennent plus tôt et ils restent dans leur classe. Ils mettent un petit matelas par terre. Donc voilà la situation. En fait, ça devient extrêmement compliqué. Et sans parler du fait que pendant ces grandes vacances imposées, les enfants, ça ne correspond pas du tout à leur activité. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont vraiment rien à faire et attendent le retour des enseignants. Ouais. Et finalement, un retour qui va se passer à une période climatique qui ne correspond pas du tout à la vie du village. Enfin, ça n'a plus de sens. Oui, tu vois, je l'ai mentionné, que ce n'est pas adapté. Et les travaux de Maurizio Ali, il a écrit tout un livre sur ça. Ils vont dans ce sens-là. Donc, ça demande de contextualiser aussi les rythmes scolaires et les programmes scolaires. Ça, c'est une chose. Après, ce que tu dis aussi relève d'autres choses parce que ces enfants-là qui sont complètement coupés de ceux qu'ils faisaient l'autre fois et qui leur servaient, on sait très bien le taux de suicide de ces jeunes-là. Voilà. C'est d'autres sujets d'études. En Polynésie aussi, on a un collègue qui travaille sur cet aspect-là. Mais comme tu dis, moi je l'ai vécu. Hein. J'étais obligée d'aller à la observer. J'étais obligée d'aller observer les classes en fait, parce qu'on a fait des travaux aussi, une étude comparative entre une classe de Camopi et une classe de Paris sur l'utilisation du numérique. On a obtenu les mêmes résultats, les enfants sont très intelligents, tout se passe bien. Mais comme ce calendrier-là nous a fait aller dans les classes à la saison sèche, j'ai mis 3 jours, depuis Oiapoque jusqu'à Trois-Soy, et on a dû dormir dans la forêt amazonienne, s'il te plaît. Donc pour les enfants, c'est pareil. Sans te dire que tu peux pas passer, tu as des cailloux, il y a des accidents. Oui, c'est un vrai problème. Voilà, c'est pas la bonne période en plus pour aller en classe parce que là, le lit du fleuve est au plus bas. Et puis pour répondre à Loïc, j'ai beaucoup lu sur les pensionnats catholiques du Canada parce qu'on a exactement les mêmes en Guyane. On a eu la même histoire qui s'appelle les Homes en Guyane. Ouais. Et on a beaucoup de témoignages, j'ai mené pas mal d'enquêtes sur les témoignages de cette génération, justement, qui a été formée dans les homes catholiques, qui a appris le français, qui a été complètement déracinée de la famille et mise vraiment à l'écart à des kilomètres de la famille qu'ils ne voyaient plus. Et en fait, c'est de cette génération-là que sont nés les plus militants anti-français. Donc en fait, ces homes catholiques ont permis cette émergence dans les années 80 d'une conscience politique autochtone et indépendante. Donc voici aussi les faits que ça a pu avoir. Ils ne se sont pas complètement pliés aux exigences de la nation. Au contraire, ils l'ont réfléchi, pensé et examiné et contredit au final. Et c'est là aujourd'hui on a encore ces mouvements politiques qui ont grossi d'ailleurs parce qu'ils ont permis à cette génération de lire le français, de l'apprendre et puis de le contester aussi, de contester la situation, donc c'est particulièrement intéressant. Mais l'histoire est vraiment parallèle, c'est assez impressionnant. Merci. Merci beaucoup. On va prendre une dernière remarque, puis après on décalera un petit peu le planning, comme on était à l'heure. On peut être un peu en retard. Merci Madame Aline Cailly, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit de la part de Madame Nider et aussi de votre part, parce que moi j'ai été enseignant à Kayodé, donc dans le Haut-Maroni, dans un village avec une population Téko et Wayana, et donc j'ai été aux premières loges pour ce qui concerne les suicides, pour ce qui concerne où ça, dans quel village? À Kayodé. À Kayodé, pardon.
en ce qui concerne aussi le manque de moyens. Et je rebondirai encore plus parce que vous avez parlé de mode de fonctionnement de l'école qui était démocratique, mais moi je me suis confronté à un fonctionnement de l'école qui ne correspondait pas du tout au milieu. Et depuis, j'aborde cette problématique-là sous l'angle de la mésologie du géographe et philosophe Augustin Berg, qui me paraît très pertinent parce qu'il parle de rapport au milieu. Et donc l'idée de chercher une pédagogie qui part du milieu pour ensuite se greffer sur les réalisations, on va dire, sur le mode universel. Voilà, et pas d'universalisme, hein, ce qui est bien différent. Donc, ma question était, comment avez-vous caractérisé le mode de fonctionnement des écoles sur le Haut-Maroni? Parce que une des problématiques aussi est la prise. Alors, Berg parle d'affordances, hein, en référence à Gibson. Quelles sont les prises à la fois des parents et des élèves sur cette forme scolaire classique d'éducation et de socialisation? Voilà. Ouais, ça n'a pas de rapport avec ma présentation qui concernait plutôt le milieu familial, mais j'ai travaillé aussi dans les écoles et au titre de ma fonction de l'époque, je faisais des visites dans les classes des enseignants sur le fleuve. Et ce que vous dites est tout à fait réel parce qu'on a imposé l'école métropolitaine sur les fleuves avec des classes, des toilettes. Moi, j'ai été marquée par le fait qu'ils n'étaient pas utilisés, les toilettes, parce que certaines communautés ont peur du trou noir parce qu'il y a des esprits. D'autres, c'est plus pragmatique. Ils ne peuvent pas aller là-bas parce qu'il y a des oslots qui viennent boire de l'eau dans les toilettes. Donc, tu n'as pas envie de te mettre nez à nez avec un jaguar quand tu vas aux toilettes non plus, où il y a plein d'autres bestioles. Donc, tous ces artefacts du monde contemporain et occidental ne sont pas utilisés et pas adaptés. Le contenu à enseigner, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout, chez les Wayana ou chez les Watroaso, mais les enseignants ont appris plutôt, eux, la langue du village que le contraire. Donc, ils apprenaient le français aux élèves, mais ils ont appris la langue de la communauté où ils étaient. Maintenant, ce que vous dites, c'est très intéressant et c'est une perspective par rapport à enseigner à partir du milieu vers l'universel. On a commencé à faire ça en Polynésie, parce que depuis 2011, je suis en Polynésie française. On appelle ça les aires marines éducatives, en Marquise. Donc, on enseigne à partir du milieu et de la mer toutes les activités, l'anglais, la géographie, les mathématiques, se passent sur la plage pour apprendre à protéger les aires marines. Donc, on part du milieu pour proposer un développement durable et un apprentissage qui est adapté au contexte. En Guyane, peut-être on devrait faire les aires forestières, je ne sais pas. Ça existe. Les aires du fleuve, vas-y. Oui, ça existe. Les aires terrestres. Enfin, je sais plus. Les aires terrestres. Il y a l'équivalent des aires. Oui, mais bon, en Guyane, on pourrait faire les aires du fleuve, par exemple, voilà, pour être. Et je ne sais pas si on a maintenu ça, mais quand j'ai été en Guyane, on avait des associations qui déplaçaient les activités sur le fleuve. Par exemple, la Kourou, le musée du Kourou, il avait la pirogue de l'espace en collaboration avec une association de France, et on avait la pirogue qui se promenait sur le fleuve pour mettre en place pour leur montrer la fusée à eau, à réaction, etc. Parce qu'ils voient ces peuples-là, ils voient Ariane, donc c'est un contraste incroyable, qui s'envole, donc on leur amène la pirogue avec les activités. Donc c'est une sorte d'école itinérante. Peut-être pour les enfants dont Isabelle disait qu'ils ne font rien, peut-être on devrait mettre des activités comme ça, associatives, pour les occuper. Ok, merci. Je vous propose de continuer, parce que je pense que ça a amené plein de réflexions dans les différents contextes. On va reprendre donc au lieu de 10h15, on prend à 10h30, et puis on terminera, ceux qui ont fini auront mangé, on termine à 12h30. Ok ? Merci.